Au Texas, il existe des endroits où la nature garde ses secrets particulièrement bien. Les parcs nationaux, les lacs et les canyons de l'État sont connus non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leurs disparitions étranges, qui restent inexpliquées, même après des années. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 3 histoires vraies qui se sont déroulées dans différentes régions du Texas, où des personnes ont littéralement disparu en quelques secondes, ne laissant derrière elles que des indices inexplicables et des questions auxquelles personne n'a jamais pu répondre. Le premier était James Coleman, un jeune homme qui se reposait avec un ami dans la réserve naturelle de Big Ticket en mai 1977. Un mystérieux pilier de lumière dans le ciel et la disparition sans laisser de traces de James suscitent encore aujourd'hui des controverses et des spéculations. Puis, il y a l'histoire de Tommy et Lisa Green, un jeune couple parti en vacances au lac Whitney en juin 2004. Leur bateau vide et leur voiture ouverte avec les clés sur le contact sont tout ce qui reste de ce qui devait être un simple séjour à la campagne. Enfin, l'histoire de Karen Smith, qui, en août 1995, a disparu en quelques instants lors d'une randonnée sur un sentier de montagne dans le parc national des Guadalupe Mountains, ne laissant derrière elle que son sac à dos et un silence absolu qui a envahi ses amis et les sauveteurs. En mai 1987, James Coleman, âgé de 22 ans, part avec son ami Patrick pour un court séjour dans la réserve nationale de Big Thicket, située dans l'est du Texas. L'idée était simple, sortir de la ville pour quelques jours, planter une tente à l'ombre des arbres et profiter d'un repos tranquille au cœur de la nature sauvage. Cet endroit était réputé pour ses forêts denses, ses marécages inattendus et son écosystème unique. Les amis avaient discuté de ce voyage à plusieurs reprises, mais ce n'est qu'au début du mois de mai qu'ils ont décidé que le temps était propice. Il ne faisait pas encore trop lourd et la chaleur estivale n'avait pas encore pris le dessus. Quand ils sont arrivés en voiture, à l'entrée de la réserve, le soleil était déjà en train de se coucher. Après avoir choisi l'une des lisières près de la route, en terre, où s'arrêtaient généralement les rares touristes, les amis ont trouvé un endroit relativement plat pour installer leur tente. Tout semblait normal. Ils ont disposé leur équipement, vérifié leurs sacs de couchage et leurs provisions. Rien ne semblait présager de quoi que ce soit. D'après les souvenirs de Patrick, James semblait inspiré. Il aimait ce genre d'escapade, surtout après une période de travail intense en ville. Alors qu'il montait la tente, un étrange faisceau lumineux ou un éclat brillant apparut soudainement dans le ciel, comme si la foudre avait frappé, mais sans être accompagné de tonnerre. Les 2 amis se figèrent un instant. Le ciel était calme et, à première vue, il n'y avait aucun nuage. « C'est une sorte de luminescence naturelle ?» s'étonna Patrick. James haussa simplement les épaules, disant que c'était peut-être un phénomène atmosphérique rare et qu'il fallait profiter du moment. Mais la lueur ne dura pas plus d'1 minute, puis disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Les amis discutèrent brièvement de ce qu'ils avaient vu et conclurent qu'il s'agissait probablement d'une illusion d'optique ou d'un effet lumineux rare. Ils continuèrent à s'installer, allumèrent bientôt un petit feu, dînèrent modestement et se couchèrent dans la même tente. Pendant la nuit, Patrick fut réveillé par des bruissements et des bruits provenant de la forêt, ce qui était habituel dans cette région sauvage. James semblait dormir paisiblement, mais au petit matin, alors que l'aube n'était pas encore tout à fait levée, Patrick s'aperçut que son ami n'était pas dans la tente. Le sac de couchage était déplié et vide. Il eut l'espoir naïf que James était sorti pour faire ses besoins ou se promener près du ruisseau. Patrick appela James
mais il n'y eut pas de réponse. Il attendit que le jour se lève et sortit. L'endroit était calme. Aucune trace de son compagnon. Leur voiture était toujours là. Tout leur équipement était à sa place, à l'exception de quelques vêtements de James. Patrick fouilla les buissons les plus proches, mais ne trouva personne. Il avait l'impression que son ami était sorti juste 1 minute, mais qu'il n'était jamais revenu. Agité et désorienté, Patrick décida de se rendre à la seule cabane de garde forestier qu'il connaissait, située à l'entrée de la réserve. Il marcha d'un pas rapide sur le chemin de terre, qui était à environ 2 kilomètres. Là, après avoir trouvé le garde forestier de service, il lui expliqua la situation de manière confuse. En 1987, personne n'avait de téléphone portable, donc tous les appels d'urgence étaient passés, soit par radio, soit par les lignes fixes de la forêt. Le garde forestier a rapidement donné l'alerte, a prévenu la police du comté, et vers midi, une équipe est arrivée sur place pour effectuer une première fouille. 2 ou 3 agents, Patrick ainsi que 2 bénévoles locaux. Selon les participants, dès la première inspection, tout semblait étrange. Aucune trace de lutte, aucun sol piétiné. Les chiens amenés sur place ont d'abord suivi l'odeur de James à partir des affaires qu'il avait laissées dans la tente. Mais ils l'ont rapidement perdu à quelques mètres du campement. C'était comme si l'homme avait disparu dans les airs après avoir fait quelques pas. L'une des premières hypothèses a été « Il est peut-être tombé dans un marécage peu profond ou dans une tourbière ». Cependant, aucune trace récente de végétation arrachée ou de traces de pas n'a été constatée aux alentours, et l'eau n'était pas très profonde à proximité. La forêt est certes capable de dissimuler, mais une disparition aussi silencieuse, de nuit, par temps calme, intriguait tout le monde. Le lendemain, les recherches se sont intensifiées. Ils ont ratissé la forêt carré par carré, ont appelé James, ont attendu une réponse. Pas un bruit, pas un signal d'alarme. Les proches de James arrivèrent en voiture depuis un autre État et supplièrent de poursuivre et d'élargir les recherches. Mais la région, bien que très boisée, ne semblait pas impraticable. Il semblait qu'il devait y avoir au moins un morceau de vêtement, une empreinte de chaussure sur le sol humide. Mais rien. Pas de feu, pas de nouvelles cachettes dans les fourrés. Au 3e ou 4e jour de recherche, une découverte inattendue a provoqué une vive émotion chez tous. À quelques dizaines de mètres du camp, dans un petit buisson, ils ont trouvé des vêtements soigneusement pliés, appartenant à James. Il s'agissait d'un pantalon, d'un t-shirt et de chaussettes, le tout plié presque en pile, sans dommage apparent. Le plus étrange, c'est que cette zone avait été fouillée de fond en comble des dizaines de fois au cours des premiers jours. Comment ce tas d'affaires avait-il pu rester là sans être remarqué? Les des Rangers et les bénévoles, perplexes, jurèrent de n'avoir rien vu de tel auparavant. Quelqu'un les avait donc apportés plus tard? Mais pourquoi se déshabiller dans les buissons? Et où était cette personne maintenant? Le chien renifla à nouveau les affaires, mais après quelques pas, il secoua la tête, n'ayant pas trouvé de traces. C'était comme si les vêtements avaient été déposés là exprès. Malgré cette découverte, James ne fut retrouvé ni ce jour-là, ni les jours suivants. Au cours de la semaine, les équipes de recherche s'épuisèrent, sans résultat. Les organisateurs de l'opération, c'est-à-dire la police locale et l'administration du parc naturel, décidèrent de suspendre les recherches à grande échelle. Il n'y a pas de nouveaux indices, cela n'a aucun sens de continuer à chercher. La famille a été sous le choc. Ils ont essayé par leurs propres moyens de parcourir les sentiers, d'interroger les touristes de passage, mais tout était vain. Les rumeurs sur la disparition du jeune homme se sont multipliées. Certains parlaient d'une étrange lueur dans le ciel, dont Patrick se souvenait. D'autres faisaient allusion à des criminels, mais il n'y avait aucun signe de lutte ou de vol, et les affaires de James avaient bien été retrouvées.
mais il était peu probable qu'un voleur les ait déposés là. Pourquoi aurait-il fait cela? Peut-être que des animaux sauvages les avaient emportés. Mais alors, les vêtements n'auraient pas été soigneusement pliés. Finalement, rien d'autre n'était ressorti. Les journaux du Texas ont parlé pendant 2 semaines de cette mystérieuse disparition. Patrick a donné plusieurs interviews mentionnant la lueur de la veille. Nous avons clairement vu une étrange colonne de lumière, mais je ne sais pas si elle a un rapport avec la disparition de James. La police a classé l'affaire dans le registre général des personnes disparues, sans suspicion criminelle, car aucune preuve d'une disparition violente n'est apparue. Les parents de James ont tout tenté pour que les recherches reprennent, mais à la fin de l'été 1987, rien de nouveau n'avait été découvert dans les environs de Big Ticket. James Coleman est resté sur la liste des personnes disparues. Son corps n'a pas été retrouvé et aucun signe de sa présence dans la forêt en dehors du campement n'a été découvert. De retour chez lui, Patrick n'a jamais pu se remettre de l'idée qu'il aurait pu empêcher cette disparition s'il s'était réveillé à temps. Les gardes forestiers locaux ont admis en privé que c'était l'un des épisodes les plus étranges de leur carrière. Personne n'avait vu James quitter le campement, personne n'avait entendu de bruit. Et pourtant, quelques jours plus tard, ses affaires ont été retrouvées soigneusement rangées dans les buissons, comme si quelqu'un les y avait placées. Cette histoire, qui s'est déroulée en mai 1987 dans la réserve naturelle de Big Ticket, est encore racontée aujourd'hui par les touristes et les amateurs de disparitions mystérieuses. Certains la considèrent comme un exemple classique. Un homme disparaît, puis ses affaires réapparaissent sans aucun indice sur ce qu'il est devenu. Et, comme pour se moquer, le disparu ne réapparaît jamais. La forêt reste silencieuse et on ne peut que spéculer sur ce qui s'est passé cette nuit-là après l'étrange phénomène lumineux que les amis ont vu dans le ciel. La police a depuis longtemps clos l'enquête et les parents n'ont reçu aucune réponse, seulement de la douleur et de la perplexité. De nombreuses années plus tard, l'affaire James Coleman reste ouverte, mais sans nouvelles pistes, et restera peut-être l'un de ces mystères enfouis dans les fourrés épais et le silence de la nuit à Big Ticket. En juin 2014, le lac Whitney, situé à la frontière du centre du Texas, respirait la chaleur des journées et des nuits de pleine lune. À cette saison, les rives s'animent généralement. Les familles viennent à pique-niquer, les pêcheurs s'installent sur les pontons et les amateurs d'air frais font du bateau. C'est là que Tommy et Lisa Green, âgés de 25 ans, avaient décidé de passer le week-end loin du bruit de la ville pour profiter de quelques jours en plein air. Mariés depuis seulement 1 an, ils avaient plein de projets et d'envies. D'après leurs conversations avec des connaissances, le couple avait prévu de passer la nuit au bord du lac et de louer un bateau le lendemain matin pour se promener sur les eaux calmes. Aucun d'eux n'était pêcheur professionnel, mais Lisa adorait photographier les vastes étendues du lac et Tommy était simplement heureux de changer d'air. Le lendemain matin, alors que la chaleur commençait à se faire sentir, des touristes qui faisaient le tour du lac ont remarqué une voiture, une vieille Toyota, garée non loin de l'eau. Les 2 portes étaient dans les grandes ouvertes et les clés étaient faites sur le contact. Cela était déjà étrange. Personne n'aurait laissé volontairement une voiture dans un tel état. Lorsque les témoins se sont approchés pour vérifier, ils ont soudain aperçu une carte de la région sur le capot. Elle représentait le contour du lac Whitney et des routes avoisinantes, et à un endroit, il y avait une croix bien visible, comme si quelqu'un avait marqué un endroit précis dans la baie Nord ou sur un bras du lac. Cela indiquait peut-être l'endroit où Tommy et Lisa avaient l'intention de se rendre. Après avoir tenté d'appeler les propriétaires de la voiture, les touristes n'entendirent aucune réponse. Le silence régnait,
Seul le vent soufflait dans l'herbe et faisait grincer les portières de la voiture. Il était clair que la situation était suspecte. Un couple appela les Rangers qui arrivèrent vers midi. C'est ainsi que commença la recherche de Tommy et Lisa Green. À ce moment-là, on savait peu de choses sur leur disparition. Ni leurs amis, ni leurs proches n'avaient signalé leur disparition. Mais le fait que les clés aient été laissées dans la voiture, avec les portes ouvertes, était déjà inquiétant. Les quartiers Rangers et les agents de police locaux ont inspecté la voiture et ont constaté qu'il y avait quelques effets personnels à l'intérieur. 2 bouteilles d'eau, le portefeuille de Tommy avec ses papiers, le sac à main de Lisa, mais sans argent, qu'elle avait probablement emporté avec elle. Les clés sur le contact indiquaient que le couple n'avait pas l'intention de partir pour longtemps. À en juger par le peu de bagages, ils n'avaient prévu qu'une courte promenade. Mais pourquoi n'avaient-ils pas fermé la voiture? Certains ont pensé, peut-être avaient-ils l'intention de revenir rapidement, sans craindre le vol, puisque les gens vont et viennent constamment dans cette zone touristique? Pour clarifier les détails, une première recherche a été organisée dans la soirée. Un groupe de bénévoles et de rangers a parcouru les 2 rives du lac dans les 2 sens, interrogeant les vacanciers. Personne ne se souvenait avoir vu Tommy et Lisa, du moins pas ce couple en particulier. Cependant, la veille au soir, plusieurs pêcheurs avaient signalé avoir vu 2 jeunes gens qui demandaient s'il était possible de louer un bateau. Mais les témoins ne sont pas sûrs qu'il s'agissait bien des Green. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait dans cette zone du rivage un vieux port où l'on pouvait parfois louer un bateau à un particulier. Mais si Tommy et Lisa ont vraiment pris un bateau, pourquoi n'est-il pas répertorié? Peut-être ont-ils conclu un accord direct, officieux. Le lendemain, une surprise encore plus grande attendait les enquêteurs. À 1 kilomètre de l'endroit où se trouvait la voiture, un bateau vide, soigneusement amarré à un petit rebord du rivage, a été découvert. Cela semblait encore plus absurde. Le bateau semblait complètement vide, sans gilet de sauvetage ni équipement. À l'intérieur, il n'y avait que 2 vieilles couvertures. Aucun document ni effet personnel. On aurait dit que le ou les propriétaires étaient simplement descendus à terre et n'étaient pas revenus. Le bateau était en bon état, peu usé, mais il n'avait ni numéro ni plaque d'immatriculation, ce qui était parfois le cas chez les propriétaires de vieux bateaux, vivant près du lac. La police a conclu que Tommy et Lisa l'avaient peut-être emprunté à quelqu'un. Mais même si c'était leur bateau, où étaient-ils? Pourquoi l'avaient-ils laissé là, sans revenir à leur voiture? Les parents de Tommy, ayant appris par des connaissances que sa voiture était abandonnée près du lac Whitney, se sont immédiatement rendus sur place. Ils savaient que leur fils avait prévu de passer le week-end à la campagne avec sa femme Lisa, mais ils ne pensaient pas que le couple avait choisi cet endroit précis. Ils avaient peu parlé d'un autre camping. Consciente de la gravité de la situation, la police a annoncé le lancement d'une opération de recherche et de sauvetage. Des bénévoles, des gardes forestiers locaux et des policiers du district ont été mobilisés. La zone a été survolée à bord d'un hélicoptère loué. Les rives du lac ont été inspectées pour voir s'il y avait 2 silhouettes. Les habitants ont été interrogés, mais personne n'avait vu Tommy et Lisa arriver, ni à qui ils s'étaient adressés, le cas échéant. Il faisait chaud, mais le temps était sec. L'eau du lac était tiède, et sa profondeur variait selon les endroits. S'ils s'étaient noyés, pourquoi personne n'avait entendu de cris, ni remarqué de bruit? De plus, le bateau était amarré, ce qui signifie que les personnes pouvaient rejoindre la rive. Les chiens amenés par les cynophiles ont repéré l'odeur sur les vêtements trouvés dans le coffre de la voiture, mais n'ont pas pu suivre la piste le long de la rive. L'odeur s'est perdue après quelques dizaines de mètres. L'absence d'indices et la superficie immense du lac rendaient la tâche difficile.
des recherches sous-marines ont également été lancées, mais comme personne ne pouvait indiquer l'endroit exact où le bateau avait coulé, cela ressemblait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Jour après jour, la tension montait. Le nombre officiel de personnes mobilisées atteignait plusieurs dizaines, et le résultat était nul. Pas de corps, pas de traces de violence. La voiture et le bateau vide indiquaient que le couple semblait avoir décidé de faire une petite balade sur l'eau et avait disparu. L'itinéraire était incertain. L'hypothèse selon laquelle ils seraient en partie de leur plein gré est absurde, car la voiture est toujours là et leurs affaires n'ont pas été emportées. Les parents ne croyaient pas que leur fils ait pu mettre en scène sa disparition. Une version criminelle? Un inconnu les aurait-il enlevés? Mais comment, en plein jour, près d'un lac très fréquenté par les pêcheurs et les touristes? Et pourquoi laisser la voiture avec les clés sur le contact et le bateau amarré au rivage? Les recherches se sont poursuivies pendant une semaine, parfois interrompues, faute de nouvelles informations. La population locale a fini par comprendre. C'était un nouveau cas de disparition près du lac Whitney, où la surface de l'eau peut engloutir n'importe qui. Mais s'il s'agissait d'une simple noyade, des corps ou des objets auraient mieux dû refaire surface, des t-shirts, des chaussures, etc. Le lac n'est pas très profond sur tout son périmètre et, à certains endroits, si quelqu'un se noie, le corps est retrouvé dans les premiers jours. Mais ici, rien. L'enquête policière n'a pas apporté de nouveaux indices. Les parents de Lisa sont également arrivés, essayant de se souvenir de quelque chose. Il semble que la croix sur la carte, posée sur le capot, ait été dessinée par Tommy ou Lisa. Elle indique une certaine partie du lac, peut-être selon les rumeurs, un bon coin de pêche ou une belle vue. Mais alors, pourquoi le bateau a-t-il été amarré à 1 kilomètre de la voiture? On pense qu'ils ont pu se mettre à l'eau plus près de la croix, regarder quelque chose puis, pour une raison inconnue, ne sont pas revenus. Mais il n'y a toujours pas de corps, pas de conflit, pas de témoignage. Finalement, l'opération officielle a été suspendue et les 2 hommes ont été officiellement déclarés portés disparus. Cette disparition a fait l'objet de nombreuses discussions parmi les amateurs d'histoires mystérieuses. Un couple arrive, laisse sa voiture ouverte, une carte sur le capot. Le bateau est vide et les gens s'en vont. Certains doutent que cette histoire soit inventée, mais la voiture et le bateau sont des faits réels tirés des rapports de police. Donc il s'est certainement passé quelque chose. Des rumeurs se sont répandues. Certains ont parlé d'un tourbillon ou d'un vortex sous-marin à l'endroit marqué d'une croix, qui aurait pu aspirer les gens sans faire de bruit. Mais cela semble peu réaliste. D'autres ont avancé l'idée que quelqu'un aurait attaqué le couple, les aurait emmenés et aurait simplement abandonné le bateau. Mais il n'y a eu aucun bruit, ni lutte, et aucun témoin. Au final, l'affaire Tommy et Lisa Green est devenue l'une de ces histoires dont on dit ensuite « ils ont simplement disparu en quelques minutes, laissant leur voiture et leur bateau, comme si tout s'était passé sur un terrain plat. » Les amateurs de mystère ajoutent que le lac Whitney est trompeur, qu'il y a des grottes sous-marines, des courants et parfois des événements étranges qui trouvent leur origine dans les légendes des tribus indigènes. La logique veut que le couple ait coulé ou se soit enfui. Mais pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé leurs traces, même après toutes ces années? Aucun os, aucun vêtement n'a refait surface, et tout l'équipement était resté dans le bateau. Situé à l'extrémité ouest du Texas, le parc national des Guadalupe Mountains attire les voyageurs par ses paysages majestueux, des crêtes, des falaises rocheuses et des plaines qui se fondent imperceptiblement dans le désert. C'est précisément à cet endroit, le 14 août 1995, qu'un groupe de 4 amis, parmi lesquels Karen Smith,
une femme de 31 ans, passionnée de randonnée en montagne et prête à passer chaque jour de congé à la recherche de nouvelles beautés, s'est rendue. Ce lundi-là, leur objectif était le sentier des Pinnacles, très apprécié des randonneurs expérimentés. Le sentier en lui-même n'était pas difficile, mais il exigeait tout de même une certaine condition physique et de la prudence, en raison du climat de haute montagne et des dénivelés parfois importants. Dès le matin, le temps était clair et le soleil tapait déjà fort vers 10 heures. Le groupe, mené par Russell, un passionné de randonnée, avançait à un rythme modéré. Ils espéraient atteindre le point de vue vers midi, faire une petite pause, puis redescendre avant que la fraîcheur du soir ne s'installe. Karen, comme se souviennent ses amis, marchait toujours vers le milieu du groupe, aimait parfois s'arrêter pour prendre une photo d'un angle particulièrement spectaculaire ou essuyer la sueur de son front. Mais ce jour-là, tout semblait parfaitement normal. Personne n'a remarqué chez elle de signes de malaise ou de comportement étrange. Après avoir gravi l'une des pentes les plus raides, les amis se sont arrêtés pour reprendre leur souffle et boire de l'eau. Karen a dit quelque chose comme « Je vais me reposer un instant à l'ombre, puis je vous rejoins ». Et elle s'est éloignée derrière un rocher où, selon elle, il faisait un peu plus frais. Comme l'a raconté plus tard l'ami de Megan, nous étions littéralement à quelques mètres. Nous l'avons vu s'accroupir et poser son sac à dos sur ses genoux. Les autres ont décidé d'avancer un peu, de prendre 2 virages du sentier afin de choisir un endroit pour faire une pause. Karen leur a demandé de ne pas l'attendre. « J'arrive, juste quelques minutes. » Megan s'est retournée après un moment, s'attendant à voir Karen apparaître d'une seconde à l'autre, mais rien. C'était comme si, pendant que le groupe avait parcouru une 50aine de mètres sur le sentier, la jeune fille s'était évaporée. N'entendant aucun cri ni bruit, ses amis sont retournés à l'endroit où Karen était assise quelques instants auparavant. Mais il n'y avait plus personne. Ils ont fait le tour, l'ont appelée à voix basse, ont crié quelque chose, mais seul le silence leur a répondu. Au début, ils ont supposé que Karen les avait simplement suivis, mais qu'elle s'était arrêtée un peu plus haut sur le sentier, ou qu'elle était partie prendre des photos sans les prévenir. Mais après avoir fait le tour plusieurs fois, ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Bientôt, l'un des garçons, Lauren, s'écria « Regardez, c'est son sac à dos !» Il était posé un peu plus bas sur le sentier, comme abandonné au pied d'un buisson. À l'intérieur, il y avait de l'eau, un portefeuille et quelques effets personnels. Pourquoi avait-elle laissé son sac à dos si elle voulait juste se reposer un peu? Pourquoi n'avait-elle même pas pris d'eau par cette chaleur? Ses amis couraient nerveusement, pensant que la jeune fille n'était pas loin. Après environ une demi-heure de recherches infructueuses, réalisant qu'elle ne répondait pas, Megan courut vers l'endroit où se trouvaient dans leur voiture pour trouver des Rangers. À midi, les cris et les sifflets de l'équipe de secours qui tentait de retrouver Karen Smith résonnaient déjà sur tout le sentier des Pinnacles. Les 2 jours suivants, d'importantes opérations de recherche et de sauvetage se sont déroulées dans les environs du sentier. La région autour des Pinnacles est certes aride, mais jonchée de rochers, de falaises et de crevasses. Le soleil tapait fort. La température atteignait 35 °C pendant la journée et baissait la nuit. Si Karen avait eu un coup de chaleur, elle avait besoin d'une aide urgente. Cependant, les chiens pisteurs qui ont parcouru le sentier et les environs n'ont pas pu trouver de piste fiable. Ils ont suivi l'odeur jusqu'à l'endroit où le sac à dos avait été trouvé. Mais ensuite, ils ont indiqué une direction incertaine. La police du comté, des bénévoles et plusieurs hélicoptères ont été mobilisés pour survoler la zone. Hélas, rien. Aucun bruit, aucune trace de vêtements ou de buissons cassés qui auraient pu indiquer l'endroit où elle était tombée. Les parents de Karen, arrivés le lendemain, ne pouvaient donc pas croire que leur fille, toujours prudente et peu encline à prendre des risques, ait pu disparaître en plein jour en l'espace d'1 minute.
Il n'y avait aucun signe qu'elle soit tombée ou était glissée. Il n'y avait pas de précipice à proximité et toutes les fissures avaient été inspectées. De plus, d'autres touristes avaient emprunté le sentier ce jour-là et n'avaient jamais vu personne dévaler la pente. Personne n'avait remarqué de traces de violence ou de lutte. La personne avait disparu aussi rapidement et silencieusement que si elle avait franchi une autre dimension. Après une semaine de recherches infructueuses, les gardes forestiers ont suspendu les recherches actives. Les proches de Karen ont longtemps refusé d'accepter la réalité, engageant des pisteurs privés et distribuant des tracts. Mais pendant près d'un mois, aucune nouvelle n'est parvenue. Au milieu de l'été 1995, l'agitation qui avait suivi la disparition de la touriste s'était presque calmée dans le parc des Guadalupe Mountains, et seuls ses amis et sa famille continuaient à se demander « Où est-elle » Officiellement, l'affaire était classée « Disparition sans suite, cause et circonstances indéterminées ». Dans les couloirs, certains qualifiaient cette affaire d'inexplicable, en présence d'un groupe d'amis, sur un sentier bien visible, par temps clair, sans trace de chute ou d'acte violent, en l'espace de quelques minutes, une jeune fille disparaît et même de grandes équipes de recherche ne parviennent pas à la retrouver. Que s'est-il passé dans les forêts et les canyons du Texas? Pourquoi des gens disparaissent quand-ils, sans laisser de traces en quelques instants, ne laissant derrière eux que des objets mystérieux et des circonstances inexplicables? Si vous avez aimé ces histoires, aimez-les, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être les premiers informés des nouveaux événements mystérieux au Texas et ailleurs. Laissez vos commentaires avec vos théories. Peut-être trouverez-vous les réponses que les enquêteurs cherchent depuis si longtemps. À bientôt, prenez soin de vous et restez vigilants.